L'homme qui voulait. Tout changer. Le moment où tout a basculé. C'était en 1923, à 4 heures du matin, dans une chambre d'hôtel à Vienne. Un homme de 42 ans était assis au bord du lit. Pas couché, pas debout. Assis, les mains posées à plat sur les genoux, les yeux fixés sur le mur, comme s'il attendait que le plâtre lui réponde quelque chose. La fenêtre était entr'ouverte. L'air de novembre entrait par là, froid et légèrement humide, avec cette odeur particulière des rues européennes en fin d'automne. Charbon, pierre mouillée, quelque chose de légèrement brûlé. Il s'appelait Ernst Müller, commerçant, marié depuis 18 ans, 2 enfants, 9 et 13 ans, une maison dans le 3e arrondissement, un commerce de textile qui marchait bien, pas brillamment, mais bien. Une vie que n'importe quel notaire du quartier aurait qualifiée de réussie sans hésiter. Et pourtant, cette nuit-là, Ernst avait pris une décision. La même décision que vous avez peut-être prise 1 fois, 2 fois, peut-être 10 fois. Changer. Tout changer. Recommencer depuis zéro. Devenir, enfin, quelqu'un d'autre. Il avait même écrit ça sur un bout de papier qu'il tenait encore dans la main droite. À partir de demain, tout change. 7 mots. Encre noire sur papier d'hôtel. La résolution la plus sincère qu'il ait jamais formulée. Vous connaissez la suite. Ernst n'a rien changé. Pas par manque de volonté. Pas par lâcheté. Ernst n'a rien changé parce que personne ne lui avait dit ce qu'il cherchait vraiment. Parce que la question qu'il se posait, comment changer de vie, était mal posée depuis le départ. Radicalement, fondamentalement mal posée. Et cette erreur-là n'est pas la sienne. C'est la nôtre. Celle de notre époque entière. Je ne suis pas là pour vous vendre une méthode. Je ne suis pas coach. Je ne vais pas vous parler de routine matinale, de journaux de gratitude ou de visualisation positive. Ce que je vais vous dire ce soir, c'est ce que des hommes et des femmes ont découvert il y a 4000 ans dans les temples de Memphis et de Thèbes, ont transmis en chuchotant dans les loges hermétiques de Florence et de Prague. Et que le monde moderne, le monde de la productivité, de la croissance personnelle, du self-help à 42 milliards de dollars, a fait tout ce qu'il pouvait pour rendre inaccessible. Pas parce que c'est faux, précisément parce que c'est vrai. Ce n'est pas de la spiritualité vague, ce n'est pas une métaphore, c'est un mécanisme. Il a un nom, il a des étapes, il a une histoire qui commence bien avant le Christ, bien avant les grandes religions, bien avant les États et les marchés qui ont intérêt à ce que vous restiez exactement là où vous êtes. Ernst Müller, assis dans cette chambre froide de Vienne en novembre 1923, était à 2 doigts de la réponse. Quelqu'un, cette même nuit, à 2 rues de là, la connaissait déjà. Ces 2 hommes ne se sont jamais rencontrés. L'histoire aurait pu être différente. La vôtre peut l'être. Dans les 40 prochaines minutes, je vais vous dire ce que personne n'a osé formuler clairement. Pas parce que c'est secret, parce que c'est inconfortable. Et parce que comprendre vraiment, pas lire distraitement, pas écouter d'une oreille, exige d'accepter d'abord qu'on s'est trompé de question depuis le début. Asseyez-vous. Pas parce que c'est long, parce que ça mérite qu'on soit vraiment là. L'effacement, ce qu'on a décidé de vous cacher en 1945, quand les soldats alliés ont ouvert les archives de certaines organisations dissolues à travers l'Europe occupée, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, liste de membres, correspondance politique, registre administratif. Mais ils ont aussi trouvé autre chose, des dizaines de milliers de pages en latin, en hébreu, en grec ancien, des traités d'alchimie, des correspondances hermétiques, des manuels d'initiation, des textes qui n'avaient là rien à voir avec la guerre, avec l'idéologie, avec quoi que ce soit de politique. Ces documents n'ont pas été rendus publics. Ils ont été classifiés,
transférés sous scellés, dispersés entre plusieurs institutions universitaires. Certains n'ont jamais réapparu. Ce n'est pas une théorie. C'est une procédure administrative documentée dans les rapports de l'OMGUS, l'Office militaire du gouvernement américain en Allemagne. La question que personne ne pose: pourquoi classifier des traités hermétiques du XVIIe siècle? Qui est menacé par un texte alchimique de 1689? La réponse à cette question est exactement le sujet de ce que nous allons explorer ensemble. Reculons. Pas jusqu'en 1945, beaucoup plus loin. Depuis au moins 2500 avant notre ère, il existe une tradition de connaissance que les historiens regroupent sous le terme hermétisme, du nom d'Hermès Trismégiste, figure syncrétique qui fusionne le dieu égyptien Thoth et le dieu grec Hermès. Ce n'est pas une religion, c'est une école de compréhension du réel. Une école qui pose une question fondamentale, obsessionnelle, répétée dans chaque texte, chaque manuscrit, chaque traité sur 4 millénaires. Comment un être humain peut-il se transformer lui-même de manière réelle, radicale et durable? Pas spirituellement de manière vague, réellement, avec des effets mesurables sur sa vie, ses relations, ses circonstances concrètes. Le Corpus Hermeticum, le texte fondateur, rédigé entre le 2e et le 3e siècle de notre ère, mais compilant des traditions bien plus anciennes, répond à cette question avec une précision qui déconcerte les chercheurs modernes. Ce n'est pas de la poésie pure, ce n'est pas de la métaphore décorative, c'est une cartographie. Une cartographie de ce que les initiés appelaient l'opération grande, la transformation complète de l'être humain. Cette connaissance n'a jamais été marginalisée parce qu'elle était fausse. Elle a été marginalisée parce qu'elle était efficace. Et parce qu'un être humain qui comprend vraiment ce mécanisme n'a plus besoin des structures qui dépendent de son impuissance. Pensez-y un instant. Les institutions, religieuses, politiques, économiques, fonctionnent toutes sur un postulat implicite. Vous avez besoin d'elles pour accéder à quelque chose que vous ne pouvez pas atteindre seul. La grâce divine, la sécurité, la prospérité, le salut. Toutes les grandes structures de pouvoir humaines sont bâties sur la conviction que vous êtes, fondamentalement, incomplet sans elles. La tradition hermétique dit le contraire. Elle dit que tout ce dont vous avez besoin pour vous transformer radicalement est déjà en vous. Pas métaphoriquement, mécaniquement. C'est exactement ça qui a rendu ce savoir dangereux. Pas les rituels, pas les symboles. L'idée centrale, vous n'avez besoin de personne pour changer. Vraiment changer. Giordano Bruno a été brûlé à Rome en 1600. Pas pour avoir dit que la Terre tournait autour du Soleil. Galilée a dit la même chose et a survécu. Bruno a été brûlé pour avoir enseigné une cosmologie hermétique dans laquelle chaque être humain portait en lui la capacité de se rejoindre au divin sans intermédiaire institutionnel. L'Église n'a pas tué un astronome. Elle a tué un hermétiste. Ce détail-là, les manuels scolaires ne le mentionnent généralement pas. Ce que je vais vous expliquer maintenant, ce n'est pas une interprétation romantique de textes anciens. C'est le mécanisme précis que ces textes décrivent et que vous n'avez probablement jamais entendu formuler clairement, pas même une fois, dans toute votre vie de lecteur, d'auditeur, de chercheur, la mécanique du piège. Pourquoi vous n'avez jamais vraiment changé? Voici ce que l'industrie du développement personnel ne vous dira jamais. Les méthodes qu'elle vous vend sont structurellement conçues pour ne pas fonctionner complètement. Pas par malveillance délibérée dans tous les cas, par logique économique. Une méthode qui fonctionne vraiment une fois n'a pas besoin d'être rachetée. Mais restons précis. Le problème n'est pas la mauvaise foi des auteurs. Le problème est beaucoup plus profond. Il est formulé avec une clarté froide dans le Kybalion, ce livre publié en 1908 par 3 initiés qui compilent des principes hermétiques en langage moderne.
et qui reste l'un des textes les plus vendus dans le monde ésotérique depuis plus d'un siècle. Le Kybalion pose ceci: le mental est plastique. 3 mots. Énormes conséquences. Ce que ça signifie, votre façon de percevoir la réalité n'est pas fixe. Elle n'est pas câblée biologiquement de manière permanente. Elle est le résultat d'une configuration. Une configuration qui s'est construite sur des années, des décennies, souvent depuis l'enfance, souvent à votre insu. Ce qui peut être configuré peut être reconfiguré. Mais, et c'est là que tout le monde se trompe, cette reconfiguration ne se fait pas par la volonté consciente. Jamais. Le changement de vie que vous avez tenté 10 fois avec la volonté la plus sincère du monde a échoué non pas parce que vous étiez faible. Il a échoué parce que vous travailliez au mauvais niveau. Imaginez une maison dont la plomberie est défaillante. Vous pouvez peindre les murs, changer les meubles, installer de nouveaux rideaux. La maison aura l'air différente. La plomberie sera toujours défaillante. La résolution du 1er janvier, le nouveau régime alimentaire, la nouvelle ville, le nouveau travail, tout ça, c'est de la peinture. Ça change la surface, ça ne touche pas la plomberie. La plomberie, dans le langage hermétique, c'est ce que les alchimistes appelaient la prima materia, la matière première. Pas votre corps, pas votre esprit conscient. Quelque chose de plus profond, de plus difficile à nommer avec précision et de beaucoup plus difficile à atteindre avec des outils ordinaires. Les traditions médiévales européennes l'appelaient l'âme basse. Les Égyptiens l'appelaient le ka, la part vitale, distincte du bas, qui était l'âme individuelle. Les traditions védiques, le pranamaya kosha. Les noms changent selon les cultures et les siècles. Ce qu'ils désignent est toujours le même. Le niveau de l'être humain où se jouent vraiment les patterns, les répétitions, les boucles dont vous n'arrivez pas à sortir. Pourquoi retombez-vous toujours dans les mêmes types de relations? Pourquoi sabotez-vous toujours le même type de succès au moment précis où il devient réel? Pourquoi la résolution est sincère le lundi et que le vendredi, l'urgence s'est évaporée sans que vous compreniez bien comment? Pas parce que vous êtes faible, parce que vous n'avez pas touché la prima materia. Et voici la partie vraiment désagréable de cette conversation. La plupart des pratiques spirituelles modernes ne la touchent pas non plus. La méditation telle qu'elle est enseignée dans les applications commerciales travaille au niveau conscient. L'affirmation positive travaille au niveau conscient. La visualisation aussi. Ces outils ont une valeur réelle. Ce ne sont pas des outils de transmutation. C'est la différence entre une pince à linge et un scalpel. Les deux sont utiles, mais ils n'opèrent pas dans le même espace. La transmutation, la vraie, celle qui modifie quelqu'un définitivement au point que son entourage le remarque sans qu'il ait besoin de le signaler, exige de descendre plus bas. Et c'est précisément là que le savoir hermétique devient irremplaçable. Parce que c'est à ce niveau qu'il opère. C'est à ce niveau qu'il a toujours opéré. Ernst Müller, dans sa chambre viennoise, travaillait au niveau de la volonté consciente. C'est pour ça que son bout de papier était sincère et inutile à la fois. Je vais maintenant vous dire ce qu'il aurait fallu lui dire. Le principe interdit la transmutation que les initiés gardaient pour eux. Dans les loges hermétiques de Florence au XVe siècle, les cercles gravitant autour de l'académie platonicienne de Marsile Ficin, traducteur du Corpus Hermeticum pour Cosme de Médicis, il y avait une règle. Elle n'était pas écrite. Elle n'avait pas besoin de l'être. On l'apprenait lors du premier degré d'accès au texte et on ne l'oubliait plus. La règle était celle-ci. La connaissance complète de l'opération grande ne se donnait qu'après plusieurs années de préparation. Pas parce que les maîtres étaient cruels ou élitistes. Parce que la connaissance sans la préparation était, selon leurs propres termes, plus dangereuse que l'ignorance. Un enfant qui comprend intellectuellement comment fonctionne un scalpel ne devient pas chirurgien. Il devient quelqu'un qui risque de se blesser.
ce que les initiés appelaient l'opération grande, décrite dans les dialogues du Corpus Hermeticum entre Hermès et son disciple Tate, est une séquence de transformation intérieure qui suit un ordre précis. Cet ordre n'est pas arbitraire. Il reflète une compréhension de la structure de l'être humain qui anticipe de plusieurs millénaires des découvertes que la psychologie clinique a mises un siècle à formuler. Le principe central, le premier, l'incontournable, s'appelle en latin solve et coagula. Dissoudre et coaguler. C'est la formule de base de l'alchimie opérative. Et elle n'a rien à voir avec la chimie des métaux. Solve. D'abord, dissoudre ce qui s'est solidifié. Vos croyances sur vous-même. Vos certitudes sur ce que vous méritez, ce que vous pouvez atteindre, ce que vous êtes capable de devenir. Ces structures ne sont pas vous. Elles sont une configuration héritée de vos parents, de vos expériences précoces, de votre culture, de vos peurs les plus anciennes. Et toute configuration peut être dissoute. Coagula. Ensuite, et seulement ensuite, laissez quelque chose de nouveau se cristalliser. Mais, et c'est là que tout le monde se trompe encore, ne pas choisir ce que ça sera. Ça ne fonctionne pas comme ça. La coagulation est un processus, pas une décision. Ernst Müller voulait coaguler, décider de devenir quelqu'un d'autre, sans jamais avoir dissous quoi que ce soit. Il construisait sur un fondement intact. C'est comme vouloir ériger une nouvelle maison sans démolir l'ancienne. Vous finissez avec deux structures qui se gênent mutuellement, chacune sapant la stabilité de l'autre. Comment dissoudre? Les textes hermétiques sont remarquablement concrets sur ce point. Paracelse, le médecin et alchimiste suisse du XVIe siècle, décrit dans ses traités 3 portes d'entrée vers la prima materia. Il les appelle le corps, le rêve et le seuil. Ce ne sont pas des métaphores poétiques, ce sont des protocoles, le corps, les états de tension physique chronique sont des manifestations somatiques de configuration mentale figée. Paracelse ne connaissait pas le mot somatique dans son acception moderne, mais il décrivait exactement ce que la médecine psychosomatique a confirmé 5 siècles plus tard. Une épaule contractée depuis 15 ans n'est pas un problème musculaire, c'est une armure. Et cette armure a une histoire précise, une date de construction, une raison d'avoir été érigée. Le rêve, les initiés hermétiques travaillaient avec les rêves non pas comme des messages symboliques à décoder, mais comme des espaces de contact direct avec la prima materia. Le contenu du rêve importait moins que l'état dans lequel on entrait en rêvant et l'état dans lequel on en sortait au réveil. La texture émotionnelle, pas le récit. Le seuil, ce que les Égyptiens appelaient la porte d'Anubis et que les herméticistes médiévaux appelaient le passage. L'état entre veille et sommeil, l'hypnagogie, était considéré comme le seul moment ordinaire de la journée où la conscience consciente lâche suffisamment prise pour qu'un travail de dissolution réelle puisse commencer. Ni vraiment éveillé, ni vraiment endormi. Le seuil, 3 portes, pas 10, pas 100, 3. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose que vous n'êtes peut-être pas prêt à entendre. Ces 3 portes sont accessibles. À vous, ce soir. Sans maître, sans temple, sans initiation formelle. Parce que les conditions pour les traverser ne dépendent pas d'un lieu sacré ou d'un guide extérieur. Elles dépendent d'une compréhension précise de la façon dont elles fonctionnent. Cette compréhension, je vais vous la donner maintenant. Les 3 opérations. Le mécanisme précis que personne ne vous a enseigné. Permettez-moi d'être direct. Ce que je vais vous expliquer n'est pas une pratique spirituelle au sens vague du terme. C'est une opération. Comme une opération chirurgicale, elle a un début, un milieu et une fin. Comme une opération mathématique,
Elle suit des règles. Si vous respectez les règles, le résultat est prévisible. Pas garanti à 100%, rien ne l'est, mais prévisible. Les 3 opérations de la transmutation intérieure hermétique sont décrites de manière cohérente dans plusieurs textes majeurs qui traversent 4 millénaires. Le Corpus Hermeticum au IIIe siècle, le Rosarium Philosophorum du XVe siècle, les écrits hermétiques de Robert Fludd au XVIIe siècle, le Kybalion en 1908 et, fait moins souvent cité, dans certains passages, du Papyrus d'Ani, version du livre des morts égyptien datant d'environ 1250 avant notre ère. Des textes de cultures différentes, des langues différentes, des siècles d'écart. La même structure. Ça mérite qu'on s'y arrête. Première opération, le recensement. Les initiés l'appelaient l'inventaire de l'ombre. Pas dans le sens que Jung lui a donné, bien que Jung ait largement emprunté à la tradition hermétique, sans toujours le nommer explicitement. L'inventaire hermétique est une procédure précise, pas une exploration psychologique ouverte. On s'assoit, seul, au même endroit, chaque soir. Pas pour méditer, pour observer. On laisse remonter, sans jugement et sans résistance active, tout ce qu'on a réprimé dans la journée. Les réactions qu'on n'a pas exprimées, les émotions mises en veilleuse, les pensées jugées inacceptables et aussitôt repoussées, les moments où on s'est senti petit, humilié, en colère, blessé, et où on a fait semblant que non. Pas pour les analyser, pour les voir. Simplement les voir. Hermès dit à Tate, dans le 6e livre du Corpus, selon la tradition orale rapportée par les commentateurs médiévaux, le maître enseignait que celui qui ne peut pas se regarder ne peut pas changer. Car comment transmuter ce qu'on ne voit pas? 30 jours d'observation sans jugement, c'est la dissolution, le solve. Deuxième opération, l'interruption. C'est l'opération la moins bien documentée dans la littérature populaire et paradoxalement la plus importante. Les textes l'appellent de noms différents. La pause, le vide, le sabbat intérieur. Le Rosarium Philosophorum l'a décrit comme le silence entre 2 formes. L'espace entre ce qu'on était et ce qu'on sera. L'idée est celle-ci. Entre la dissolution de l'ancienne configuration et la cristallisation de la nouvelle, il doit exister un espace vide. Un moment qui peut durer des heures, des jours, parfois des semaines, où on ne cherche pas à remplir, où on ne décide pas encore, où on tient le vide sans paniquer. C'est là que presque tout le monde échoue. Le vide est insupportable. Dès qu'on dissout quelque chose, une croyance, une identité, un pattern de comportement, la tendance immédiate est de le remplacer par autre chose. Une nouvelle identité, un nouveau but, une nouvelle philosophie. Nous sommes des machines à remplir le vide. C'est une fonction de survie. Elle nous a bien servi. Et elle nous empêche de nous transformer vraiment. Si on remplace immédiatement, on n'a pas changé. On a échangé une configuration pour une autre, tout aussi rigide. Le vide, tenir le vide, rester dans l'inconfort du vide, est l'opération la plus difficile et la plus transformatrice de toutes. Les initiés hermétiques du XVe siècle donnaient à leurs apprentis des exercices spécifiques pour développer cette capacité. Pas la méditation de pleine conscience, telle que nous la connaissons aujourd'hui, le contexte culturel était entièrement différent. Des exercices proches de ce qu'on appellerait maintenant l'attention flottante ou la présence sans objet. Rester présent, sans encre, sans focalisation, sans pensée directrice. Habiter l'espace entre. 30 jours de cela. Le solve continue. La dissolution est complète quand le vide cesse de faire peur, quand il devient, non pas confortable, mais familier. Troisième opération, la permission, le coagulat. Et remarquez le mot choisi, permission. Pas décision, pas construction, pas manifestation.
permission. La troisième opération n'est pas active, elle est réceptive. Et c'est la plus surprenante pour des esprits modernes obsédés par l'action et la maîtrise. Les textes hermétiques disent, unanimement, après le vide, laissez émerger ce qui veut émerger. N'essayez pas de choisir. N'essayez pas de construire. Observez ce qui apparaît naturellement quand l'ancienne configuration n'est plus là pour l'étouffer. Hermès dit, dans le 13e livre du Corpus, « La vraie forme de l'être ne peut être façonnée par la main de l'homme. Elle apparaît quand les mains s'ouvrent. » C'est contre-intuitif à l'extrême. Toute notre culture valorise la construction active de soi. Objectif précis, plan d'action, vision board, affirmation dirigée. Tout ça suppose que vous savez déjà qui vous voulez être. Mais si le problème est précisément que votre image de qui vous devriez être est elle-même une configuration héritée de vos parents, de votre culture, de vos peurs les plus profondes, alors décider activement de qui vous allez devenir ne fait que reproduire le même mécanisme avec un costume différent. La permission, observer ce qui émerge, lui faire confiance, le laisser se cristalliser. C'est ça, le coagula. 3 opérations. Pas simples, pas rapides. Les maîtres parlèrent de mois, parfois d'années, mais précises et accessibles à toute personne qui comprend ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. Ce n'est pas un chemin pour les gens pressés. C'est un chemin pour les gens qui en ont assez d'être pressés et d'arriver au même endroit. 2026 est la fenêtre pourquoi maintenant et pas dans 10 ans. Il y a une question que vous vous posez peut-être. Pourquoi 2026 ? Pourquoi maintenant ? Spécifiquement. C'est une question légitime. Je vais y répondre sans mystification inutile. Les traditions hermétiques et ésotériques ont toujours inscrit la transformation individuelle dans un contexte temporel plus large, pas par superstition. Les initiés hermétiques de la Renaissance étaient souvent aussi des mathématiciens, des médecins et des astronomes sérieux, parce qu'ils avaient observé, sur des générations, que certains moments historiques sont structurellement plus propices à la transformation que d'autres. La Kabbale juive appelle ces moments des shimos, des espaces nommés, des fenêtres dans le tissu ordinaire du temps. La tradition ésotérique égyptienne les liait au cycle de Sothis, l'étoile que nous appelons Sirius, et aux grandes périodes de renouvellement cosmique. Les herméticistes médiévaux parlaient du feu du temps, une qualité particulière de certaines périodes où le réel est plus malléable, où les configurations qui résistaient depuis des années deviennent soudainement poreuses. Nous traversons actuellement l'une de ces fenêtres. Selon la tradition astrologique hermétique, la configuration planétaire de 2025-2027 correspond à une période de dissolution accélérée des structures établies, tant collectives qu'individuelles. Vous n'avez pas besoin d'être astrologue pour l'observer. Regardez simplement autour de vous. Les institutions qui semblaient permanentes vacillent. Les certitudes collectives qui tenaient depuis des décennies s'effritent. Les modèles économiques, politiques, technologiques et sociaux subissent simultanément des pressions sans précédent récents. Ce n'est pas une catastrophe, c'est un solve collectif. Et voici ce que la tradition hermétique dit de ce type de moment. Quand le solve frappe à l'échelle collective, le solve individuel devient exponentiellement plus accessible. Parce que les structures externes, qui maintenaient habituellement vos configurations internes en place, sont elles-mêmes en train de se liquéfier. Le sol est moins dur. La prima materia est plus proche de la surface. Il y a une deuxième raison, plus scientifique et tout aussi urgente. Les neurosciences ont établi, confirmant en termes modernes ce que les herméticistes savaient empiriquement, que la neuroplasticité cérébrale n'est pas constante au cours du temps. Elle augmente dans les périodes de disruption, de nouveautés intenses, d'incertitudes prolongées. Pas de manière anecdotique. De manière mesurable, reproduite dans des dizaines d'études
depuis les travaux de Michael Merzenich sur la plasticité corticale à partir des années 1980. En d'autres termes, votre cerveau est structurellement plus capable de se reconfigurer maintenant, dans ce monde incertain, changeant, déstabilisant, qu'il ne l'était en 2010 ou en 2015, dans un monde plus prévisible. La disruption externe est une fenêtre interne. Le chaos que vous vivez à l'extérieur crée des conditions neurobiologiques favorables à la transmutation intérieure. Ce n'est pas une consolation, c'est une information stratégique. Et cette fenêtre, la conjonction de la configuration temporelle et de la neuroplasticité exacerbée par la disruption collective, ne durera pas indéfiniment. Les cycles hermétiques le disent. La neurobiologie le confirme. Une fois que les structures se restabilisent, et elles se restabiliseront, elles le font toujours, le sol redevient dur. La prima materia se renfonce. Le travail de dissolution redevient ce qu'il est en temps ordinaire. Long, difficile, exigeant un effort bien plus grand pour un résultat plus incertain. Vous avez une fenêtre. Elle est réelle. Elle est limitée. Ce que vous allez faire de cette fenêtre dépend de ce que vous allez comprendre dans les prochaines minutes. Le retour à Vienne. Ce qu'Ernst aurait dû savoir, revenons à Vienne. Novembre 1923, 4 heures du matin. Ernst Müller est toujours assis au bord de son lit. Le papier dans la main droite, l'air de charbon et de pierre mouillé par la fenêtre entr'ouverte, 7 mots à l'encre noire. Mais cette fois, je vais vous raconter ce qui se passait cette même nuit, à 2 rues de là. Dans un appartement du 2e arrondissement, vivait Gustav Meyrink, l'auteur du Golem, romancier et figure reconnue des cercles hermétiques viennois. Meyrink avait passé une grande partie de sa vie à explorer les traditions ésotériques européennes et orientales. Ses romans, Le Golem, Le Dominicain blanc, L'Ange à la fenêtre de l'Occident, sont des cartographies hermétiques déguisées en fiction. Chaque transformation que subissent ces personnages suit, précisément, la structure du solve et du coagula. Dans ses écrits, Meyrink revient sans cesse sur une idée centrale. Il la formule de manière différente selon les livres, selon les personnages, selon les contextes. Mais le noyau est toujours le même. L'homme qui cherche à changer sa vie cherche dans la mauvaise direction. Ce n'est pas la vie qui doit changer. C'est la question que l'on pose à la vie. Et cette question ne change pas quand on le décide. Elle change quand on a traversé le feu. Traverser le feu, solve et coagula. Ce qu'Ernst Müller cherchait cette nuit-là n'était pas un changement de vie au sens ordinaire du terme. Il cherchait, sans le savoir, sans le vocabulaire pour le formuler, un changement de la question fondamentale qu'il posait à son existence. Et cette transformation-là ne s'obtient pas avec une résolution écrite sur papier d'autel. Elle s'obtient en descendant vers la prima materia, en la regardant en face, en tenant le vide, en laissant émerger ce qui, depuis toujours, attendait d'être vu. Ernst et Meyrink ne se sont jamais rencontrés, mais quelque chose d'intéressant s'est produit. En 1926, 3 ans après cette nuit de novembre, Ernst Müller a fermé son commerce de textile. Il est parti passer 6 mois dans un monastère en Autriche rurale. Pas pour devenir moine, pas pour une retraite spirituelle au sens moderne. Pour, selon ses propres mots dans un journal personnel retrouvé par ses descendants, apprendre à tenir le silence sans en avoir peur. Quand il est revenu, il n'avait pas une nouvelle vie au sens spectaculaire du terme. Pas de fortune nouvelle, pas de carrière brillante. Mais il avait une question différente. Et c'est là que tout a commencé vraiment. Sa fille, dans un entretien accordé à un historien viennois dans les années 1970, a dit une chose simple.